Je le dirais autrement. Le détroit ne redeviendra jamais ce qu'il était, parce que les Iraniens ont essayé de l'utiliser comme un point d'étranglement. Au cours des 2 prochaines années, ce que nous allons voir, c'est que le détroit va devenir sans importance. Il deviendra simplement une étendue d'eau parmi d'autres. Et je dirais que plus de 50, voire 70% de l'énergie qui transite aujourd'hui par le détroit passera par des pipelines souterrains. Voici maintenant mon point vidéo en ce samedi après-midi 8 août, depuis Athènes, en Grèce. Parlons de quelques actualités. Et commençons par l'alliance militaire entre l'Arabie saoudite, le Pakistan et la Turquie. Un pacte militaire qui a été signé l'autre jour à la Mecque. L'aspect important de cette alliance militaire, c'est qu'elle stipule qu'une attaque contre l'un des pays sera considérée comme une attaque contre tous les pays de cette alliance. Exactement comme l'OTAN. Une attaque contre l'un est une attaque contre tous. Article 5, article 5, article 5. L'article 5 a été copié-collé au Moyen-Orient. Or, cette alliance n'aurait jamais vu le jour sans l'accord des États-Unis. Je dirais même que ce sont les États-Unis qui ont mis sur pied cette alliance avec cette disposition d'article 5, parce que tout cela concerne l'Iran. Cette alliance, cette disposition d'article 5, vise à contenir l'Iran et à empêcher l'Iran de... Oh! Regardez ça. Ça m'a touché l'oreille. Je marchais comme ça et j'ai entendu un cuit-cuit juste dans mon oreille. Je me suis dit, bon sang, c'est tout prêt. Et effectivement, c'était prêt. Vraiment très prêt. Enfin bref, ils sont bruyants. Waouh! Très bruyants. Très bruyants. Wow. Very loud. So you prevent Iran from striking out at... Vous empêchez ainsi l'Iran de s'en prendre à l'Arabie saoudite. Car si l'Iran ou l'un de ses mandataires frappe l'Arabie saoudite, ce sera considéré comme une attaque contre les 3 pays. Qu'est-ce qui dit que cette alliance ne va pas s'élargir? Qu'est-ce qui dit qu'elle n'intégrera pas les Émirats arabes unis, le Qatar, la Jordanie, le Koweït, Bahreïn? Une attaque contre l'un sera une attaque contre tous. Avec le temps, vous éliminez l'un des principaux moyens de riposte de l'Iran face à des frappes américaines. Ou du moins, vous pensez éliminer l'une de ces méthodes de riposte. Le Pakistan possède l'arme nucléaire. La Turquie dispose d'une immense armée. Si les Houthis frappent l'Arabie saoudite, est-ce que le Pakistan lance des armes nucléaires sur le Yémen? Si un mandataire iranien en Irak s'en prend à l'Arabie saoudite, frappe une raffinerie de pétrole d'Aramco, est-ce que la Turquie envoie son armée en Irak pour poursuivre ce mandataire iranien? Est-ce que la Turquie s'en prend à l'Iran? Does Turkey go after Iran? There is no way that this happens. Il est impossible que cela se soit produit sans que les États-Unis donnent leur feu vert ou qu'ils aient eux-mêmes monté l'opération. Pas moyen, bon sang. Beaucoup d'analystes pensent qu'il s'agit d'un réalignement. Cela montrerait que les États-Unis ne peuvent pas assurer la sécurité de l'Arabie saoudite. On assisterait donc à un réalignement dans la région, et l'Arabie saoudite se tournerait désormais vers le Pakistan et la Turquie. Ils sont tous des vassaux de l'Empire. Donc l'Arabie saoudite se tourne vers d'autres vassaux de l'Empire. Or, l'Empire ne fait pas de réalignement. C'est quelque chose que l'Empire ne fait pas. Le réalignement, ça n'existe pas. Tout cela vise à contenir et à limiter l'Iran, à limiter ses options et ses capacités de riposte. C'est ainsi que je le vois. Cet alignement, cette alliance avec cette disposition de l'article 5. L'Arabie saoudite était en discussion avec le Pakistan pendant la majeure partie d'une année, autour d'une forme d'alliance, de coopération militaire ou d'accord militaire. Et puis, tout à coup, sans prévenir, on ajoute la Turquie. Puis on ajoute cette disposition d'article 5. Gardez à l'esprit que les États-Unis ont très bien travaillé avec la Turquie, en coopération avec elle, sur la Syrie. Ils voulaient un changement de régime en Syrie. Ils voulaient le départ d'Assad.
Les États-Unis, la Turquie et Israël ont formé une alliance. Ils ont travaillé ensemble pendant de très nombreuses années, pendant la majeure partie d'une décennie. Et finalement, ils ont obtenu leur changement de régime, et ils ont dépecé la Syrie. Israël a obtenu sa part. La Turquie a obtenu sa part, une grande part. Et ils ont laissé Damas au coupeur de tête Jolani. Donc quand la Turquie travaille avec les États-Unis, quand ils travaillent ensemble, ils sont très efficaces pour obtenir des changements de régime. Et c'est de cela qu'il s'agit dans ce conflit avec l'Iran. Obtenir un changement de régime. Et les États-Unis n'ont aucun problème à ce que ce conflit s'éternise tant qu'on retire à l'Iran ses moyens de pression. Et quels sont les moyens de pression de l'Iran aujourd'hui? Le détroit d'Ormuz, c'est le principal. Mais il y a aussi les représailles de l'Iran contre les pays de la région. Frapper leurs raffineries de pétrole, leurs infrastructures énergétiques, s'en prendre à leurs installations de dessalement chaque fois que l'Iran est attaqué. Quand l'Iran est attaqué, la peur c'est qu'est-ce que l'Iran va faire aux pays voisins? Pas ce qu'il va faire aux États-Unis, ce qu'il va faire aux pays voisins. Alors maintenant, vous avez cette alliance. Vous en attaquez un, vous nous attaquez tous. C'est exactement la méthode qu'ils utilisent avec la Russie, avec le projet Ukraine. Exactement la même chose. Tout le monde sait que c'est l'Occident collectif, l'OTAN, qui guide, qui cible, qui contrôle les frappes en Russie. Les frappes de drones, les frappes de missiles à longue portée, qui touchent des raffineries russes, qui touchent Wildberries. L'Ukraine n'a pas cette capacité. C'est l'Occident collectif. Ce sont les États-Unis. C'est l'OTAN. Poutine applique cette politique de retenue maximale et il n'ose pas s'en prendre à l'OTAN. Il n'exerce pas de représailles contre l'OTAN. Il frappera Kiev, il frappera Dnipropetrovsk, il bloquera Odessa. Mais il ne s'en prend pas à l'OTAN. Alors même que tout le monde comprend, aucune de ces frappes au cœur du territoire russe n'aurait lieu sans l'OTAN. Et la raison pour laquelle la Russie n'agit pas contre l'OTAN, c'est l'article 5, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle vous avez les pays baltes, avec une population de 10 millions d'habitants, qui provoquent la Russie, une Russie dotée de l'arme nucléaire, avec 5000 ogives nucléaires. Vous avez des pays comme l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, qui saisissent des navires, qui provoquent la Russie, qui imposent des sanctions, et tout le reste, grâce à l'OTAN. Parce qu'ils savent qu'il y a cette absurdité de l'article 5. Une attaque contre l'un est une attaque contre tous. Et donc ça contient la Russie. Ça limite la Russie. Ainsi, au cours de l'année passée, ils ont pu frapper la Russie, et la Russie n'a pas pu riposter. Ou alors la Russie a dû diriger ses coups vers l'Ukraine. Elle n'a jamais pu s'attaquer à la racine du problème, du moins pas encore. Donc c'est essentiellement ce que vous voyez se former au Moyen-Orient. Une OTAN du Moyen-Orient. Je peux me tromper là-dessus. Mon analyse pourrait être complètement erronée, mais c'est ainsi que je vois les choses. La différence entre le modèle OTAN-Russie et cette nouvelle OTAN du Moyen-Orient face à l'Iran, c'est surtout que l'Iran n'adhère pas à une doctrine de retenue ou de retenue maximale. Poutine et la Russie, eux, y adhèrent, mais pas l'Iran. Et quelque chose me dit que l'Iran va mettre cette alliance à l'épreuve. Quelque chose me dit que lorsque l'Iran sera frappé, il ripostera. Et il est fort possible que l'un des supplétifs de l'Iran ou les Houthis frappe l'Arabie saoudite. Alors que se passe-t-il? Eh bien, il y a deux possibilités. Soit ces trois pays ne ripostent pas, ne réagissent pas. Dans ce cas, l'Iran aura révélé le bluff de cette alliance. Cette alliance ne veut rien dire, parce qu'il frappe l'Arabie saoudite et la Turquie, et le Pakistan ne fait rien. C'est une possibilité. Ou alors c'est le chaos total, et la Turquie intervient, et le Pakistan intervient. Comme je l'ai déjà dit, le Pakistan possède des armes nucléaires,
La Turquie a une armée énorme. La Turquie fait aussi partie de l'OTAN. Alors, que se passe-t-il à mesure que cette guerre s'étend et que la Turquie est frappée? Est-ce que la Turquie déclenche aussi l'article 5 de l'OTAN? Donc le chaos pourrait éclater et l'ensemble du conflit au Moyen-Orient s'étendrait et s'étendrait considérablement. Voici un article de CNN. Voici le titre d'un article de CNN. L'Arabie saoudite, la Turquie et le Pakistan signent un pacte de défense de type OTAN sur fond d'élargissement du conflit avec l'Iran. Même CNN dit que ce sera un conflit qui s'élargit, sur fond de conflit qui s'élargit. Amid a widening conflict. So the Trump administration, Donc, l'administration Trump, elle cherche des solutions créatives pour gérer l'Iran. Quand j'étais à Chattanooga, j'ai parlé d'un autre article de CNN qui mentionnait qu'un email, un message, avait été envoyé à différents responsables du Pentagone, à divers services et responsables militaires, pour leur demander des idées créatives sur la manière de gérer l'Iran. Avez-vous des suggestions sur la façon de gérer l'Iran? Avez-vous des idées créatives sur la manière dont nous pouvons vaincre l'Iran? C'était le message envoyé à diverses personnes au sein du département de la guerre. Je vous présente une idée créative, une solution créative pour gérer l'Iran. Pourquoi ne pas créer un pacte de défense sur le modèle de l'OTAN entre la Turquie, le Pakistan et l'Arabie saoudite? Je veux dire, le Pakistan et l'Arabie saoudite sont déjà en train de négocier une sorte d'accord de défense. Pourquoi ne pas y associer la Turquie, y ajouter une clause de type article 5, et voilà, ne frappez pas l'Iran, sinon. Et CNN a publié hier un article expliquant que l'administration Trump cherche une porte de sortie. Le général Kane cherche une porte de sortie pour les États-Unis. Une porte de sortie qui donnerait aussi à Trump, selon cet article de CNN, une victoire symbolique qu'il pourrait vendre au peuple américain. Le principal général de Trump cherche une porte de sortie de la guerre avec l'Iran, alors que les options militaires des États-Unis restent limitées, selon des sources. Et elles sont limitées parce que, d'après cet article, les frappes aériennes ont atteint leurs limites. Kane dit à la Maison-Blanche de Trump que les frappes aériennes ne peuvent faire que ce qu'elles peuvent faire. Elles ne vous apporteront pas un changement de régime. Kane a dit à l'administration Trump que sans le moindre doute, les États-Unis peuvent dévaster l'Iran par des frappes aériennes, avec les armes militaires dont ils disposent actuellement. Mais cela ne conduira pas au résultat recherché, un changement de régime. Et donc, vous avez atteint votre limite. Je crois d'ailleurs que l'une des citations de cet article, de Kane à la Maison-Blanche, était que les frappes aériennes ont atteint leurs limites. Kane l'a aussi dit au Congrès, lorsqu'il témoignait devant le Congrès, et qu'on l'a interrogé sur les frappes aériennes. Il a dit que les frappes aériennes ont leurs limites. Et il parle de troupes au sol. Ce que dit Kane, c'est que des troupes au sol entraînerait des milliers et des milliers de pertes pour l'armée américaine. Et Trump ne veut pas envoyer de soldats américains au sol. C'est une option qu'ils ont, mais ils ne veulent pas aller jusque-là. Peut-être que cette alliance entre ces trois pays résout le problème que les États-Unis ont avec l'envoi de troupes au sol. Peut-être que l'un de ces pays est attaqué et que, finalement, des troupes turques ou pakistanaises interviennent au sol. Pas l'Arabie saoudite, mais la Turquie, le Pakistan. Peut-être que ça dégénère au point qu'ils se disent « Vous savez quoi? On va entrer en Iran. » Ou alors, on va entrer en Irak et éliminer l'un des supplétifs de l'Iran. C'est aussi une possibilité. Une guerre qui s'étend. Donc, l'article de CNN, tout à la fin, dit « Mais Kane n'est pas un cas isolé. » Beaucoup, au sein de l'administration, comme parmi les analystes extérieurs, conviennent que le seul moyen de vaincre l'Iran de manière décisive serait de mener une opération majeure impliquant des troupes au sol,
un engagement qui pourrait potentiellement coûter la vie à des milliers d'Américains. A commitment that could potentially cost thousands of American lives. The Pentagon considers all scenarios. Le Pentagone envisage tous les scénarios. Ces plans existent donc, mais à ce stade, personne au sein de l'administration ne plaide pour une action aussi radicale. Ainsi, alors que Kaine et d'autres continuent de veiller à ce que Trump soit conscient que des actions militaires d'escalade moins radicales pourraient avoir des conséquences négatives, l'objectif est de trouver une porte de sortie qui offre au président une victoire symbolique. Au minimum, une victoire qu'il puisse tenter de présenter au peuple américain, sans empêcher une éventuelle avancée diplomatique, à commencer par un accord visant à rouvrir le détroit d'Ormuz. C'est le détroit d'Ormuz et la capacité de l'Iran à frapper les pays de la région. Ce sont les deux principaux leviers dont dispose l'Iran. Donc, au lieu de nous focaliser sur Ormuz, intéressons-nous à la capacité de l'Iran à frapper des pays de la région. Dissuadons l'Iran. Faisons peur à l'Iran pour l'empêcher de s'en prendre aux pays de la région. Copions-collons l'article 5, l'article 5, l'article 5. Enfin bref, c'est l'article de CNN sur Kaine et l'administration Trump. Voilà ce que je pense de cette alliance entre ces trois pays. L'Inde va suivre cette alliance de très près. L'an dernier encore, l'Inde était en conflit avec le Pakistan. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Est-ce que cela voudrait dire que l'Arabie saoudite et la Turquie interviendraient aux côtés du Pakistan? La Grèce, où je me trouve en ce moment, va suivre cette alliance de très près, compte tenu de notre historique d'escarmouche avec la Turquie. C'est donc une évolution intéressante venue de la Mecque. Mais cette alliance concerne sans aucun doute l'Iran, et elle ne pourrait jamais voir le jour sans les États-Unis, ou au minimum sans leur approbation. Restons donc aux États-Unis. Le Sénat a voté l'adoption des sanctions écrasantes contre la Russie proposées par Lindsey Graham. Lindsey Graham regarde vers le haut avec joie, tandis que le Sénat adopte ces sanctions écrasantes contre la Russie. C'est une blague. C'est une blague. Je plaisante, bien sûr. Donc, ça a été adopté, avec un large soutien au Sénat. Seuls quelques démocrates ont voté contre ces sanctions écrasantes. Une seconde. Bernie Sanders, 9 démocrates progressistes, Elizabeth Warren, ils ont voté contre. Un seul républicain a voté contre ce texte. Devinez, quel était ce républicain? Je vais vous laisser quelques secondes. Faites une supposition totalement au hasard dans les commentaires ci-dessous. Rand Paul. Rand Paul a été le seul républicain à voter contre le texte. Le texte s'intitule « Loi Lindsey-Graham de 2026 sur les sanctions contre la Russie et l'Iran ». Il a été adopté par le Sénat par 88 voix contre 11. Et sans surprise pour personne, la sœur de Graham, Darlene, qui a été nommée à son siège parce que c'est comme ça que fonctionne une démocratie, est la personne qui a annoncé les résultats. Trump a dit qu'il signerait cette loi. Je crois qu'elle va à la Chambre des représentants. Et après la Chambre, qu'est-ce qui se passe? Elle va à Trump. Elle va à la Chambre. La Chambre l'adopte. Ensuite, je suppose que ça ira à Trump pour qu'il le signe. Et pour rappeler en quoi consistent ces sanctions écrasantes, elles donnent à Trump le pouvoir d'imposer des droits de douane de 100% aux 5 principaux pays qui commercent avec la Russie ou achètent de l'énergie russe. La Chine, l'Inde, la Turquie, les 5 principaux pays qui achètent de l'énergie russe. Il se verrait imposer des droits de douane de 100% si Trump le décide. Le texte impose des droits de douane de 500% à la Russie. Il prévoit des sanctions contre Poutine personnellement. Il cible Poutine directement. Il cible directement les responsables du Kremlin.
il vise pratiquement toutes les banques russes, toutes celles qui ne sont pas déjà sous sanctions. Ces banques-là seraient visées elles aussi. En gros, un embargo. Comme je l'ai dit à maintes reprises, un embargo américain contre la Russie qui reviendra sans aucun doute, inévitablement, frapper les États-Unis en boomerang, et il affectera assurément l'économie mondiale. Il nuira aussi, sans aucun doute, davantage à l'Europe. Les vassaux européens seront certainement touchés par ces sanctions écrasantes. À un moment où il y a une pénurie d'énergie, où le détroit d'Ormuz est fermé, où le détroit de Bab el-Mandeb est bloqué, vous décidez d'adopter des sanctions qui vont provoquer toutes sortes de problèmes économiques à l'échelle mondiale. Mais soit, il faut satisfaire Lindsey Graham, il faut exaucer son dernier souhait, n'est-ce pas? Son vœu mourant, comme on nous le dit. C'est la seule chose que Graham voulait. La seule chose qu'il voulait dans la vie, c'était faire adopter des sanctions écrasantes, nous ont dit des sénateurs comme Dick Blumenthal et les autres. C'était son dernier souhait avant de mourir. Provoquer le chaos et la souffrance dans le monde. En fait, ça semble assez juste. Ça ressemble un peu à ça. Son dernier souhait aurait été de provoquer le chaos, la souffrance et des difficultés économiques dans le monde. Ouais, d'accord. Compris. Bref, voilà pour cette information. Nous avons, enfin, avant de passer à mon prochain sujet d'actualité, il y a un aspect positif dans tout ça. C'est la fin de la doctrine de retenue maximale de Poutine. Ou du moins, cela devrait en être la fin officielle. Car au cours de l'année écoulée, le Kremlin a tout fait pour séduire Trump, pour mener une diplomatie avec Trump et les États-Unis, pour apaiser Trump. Ils avaient une politique de retenue maximale absolue, peu importe à quel point l'Occident collectif frappait la Russie. Poutine faisait preuve d'une retenue maximale pour tenter d'aboutir à une solution diplomatique avec Trump. On en était très proche à Anchorage, mais Trump a fait marche arrière sur tout cela. Il a ensuite envoyé des drones à Valdai pour éliminer Poutine. L'adoption de ce projet de loi sur des sanctions écrasantes devrait marquer la fin définitive de ce qui a été un échec total de la politique du Kremlin. Cette doctrine de retenue maximale, cette politique visant à apaiser Trump et à essayer de négocier avec une administration Trump qui n'est tout simplement pas capable de négocier. Cela devrait donc être la fin. Witkoff, Kushner, qui se rendent à Moscou à 3 heures du matin, qui passent toute la nuit avec Poutine. L'adoption de ces sanctions devrait y mettre un terme définitif. Dès que Trump signera ce projet de loi, je pense qu'on pourra tourner la page de la retenue maximale de Poutine. Consigne du Kremlin aux médias russes. Ne critiquez pas Trump, ne critiquez pas les États-Unis. Dirigez toutes les critiques contre l'Europe, contre le Royaume-Uni, contre la France. Ne critiquez pas Trump. Ne critiquez pas les États-Unis, parce que nous cherchons une sorte d'accord avec les États-Unis. Je pense que c'est terminé, maintenant. Et puis, The Atlantic publie un article. Son titre, « Le retour de l'Ukraine de courte durée ». Le cœur des optimistes s'est tu sur plusieurs fronts, notamment face aux difficultés de Zelensky avec la corruption et dans ses relations avec Trump. Le retour de courte durée. N'appelez pas ça un retour. Maman va vous mettre KO. Le grand LL Cool J, tout le monde. Le grand LL Cool Zelensky. N'appelez pas ça un retour. Oui, le retour est terminé. Il n'y a jamais eu de retour. Le retour, c'était la retenue maximale. La riposte, c'était Poutine faisant preuve de retenue. C'était ça, la riposte qu'a eue l'Ukraine. La seule raison pour laquelle l'Ukraine a pu faire ce qu'elle a fait, et la seule raison pour laquelle l'OTAN et l'Occident collectif ont pu faire ce qu'ils ont fait, c'est parce que Poutine a fait preuve de retenue. Il a fait preuve de retenue parce qu'il voulait traiter avec les États-Unis. Maintenant, c'est terminé, ou c'est en train de se terminer. Donc, la riposte touche à sa fin, ou ce fantasme de riposte touche maintenant à sa fin.
Et cela se termine à un moment où l'Occident collectif et l'Ukraine n'ont plus d'armes, ou du moins plus de défense aérienne. Juste avant de commencer à enregistrer cette vidéo, j'ai vu un titre affirmant que Zelensky disait que, lorsqu'il était à Washington, il avait conclu un accord avec Trump pour que les États-Unis puissent fournir à l'Ukraine un certain nombre de systèmes Patriot chaque mois. Je pense qu'ils tapent dans cette poudre blanche et sucrée. Peut-être qu'ils se sont mis d'accord sur quelque chose comme ça, mais ça ne suffira pas. Tout ce que les États-Unis ont, et ils n'ont pas grand-chose, ils vont le donner en priorité au Moyen-Orient. Et s'il leur reste quoi que ce soit à donner à l'Ukraine, ça ne tiendra pas plus de quelques jours, tout au plus. C'est certain. Même les 300 missiles que Zelensky demandait, ça tiendrait 2 semaines maximum. J'ai vu des gens affirmer que ces 300 missiles dureraient peut-être 1 ou 2 jours, au mieux. Mais le retour en force, c'est fini. Le Financial Times dit que c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais, comme le chantait Elvis Presley. L'Union européenne est-elle sérieuse quand elle parle d'accueillir de nouveaux membres? C'est maintenant ou jamais, dit le Financial Times. Now or never, says the Financial Times. I'll go with never for 500, Alex. Je vais choisir jamais pour 500, Alex. Jamais. Un haut diplomate de l'Union européenne affirme que l'Ukraine pose un dilemme complexe. On ne peut pas faire entrer dans l'UE, un pays de 40 millions d'habitants, classé 104e dans l'indice mondial de corruption. Cela tournerait en dérision l'ensemble du projet, dit cette personne. Ça vient du Financial Times, d'un diplomate européen au fait du dossier. Pas Bob à Arlington. Pas Bob à Arlington. C'est Andrei à Berlin. C'est lui, le diplomate au fait du dossier. Enfin bon, oui. Une population de 40 millions? Peut-être si vous comptez toute l'Ukraine, pas seulement les gens qui sont en Ukraine, mais aussi la diaspora désormais en Europe. Peut-être qu'on arrive à 40 millions. Mais à l'intérieur de l'Ukraine, le dernier recensement que j'ai lu, je crois qu'il donnait, disons, 25 ou 30 millions de personnes en Ukraine. Et même ça, c'est peut-être surestimé. Et 104e au classement mondial de la corruption. Allez, 104e, vous êtes très très généreux. Ce serait plutôt 194e au classement de la corruption. Mais oui, maintenant, les diplomates de l'Union européenne commencent à se rendre compte. Merde. Si on fait entrer l'Ukraine, on est foutu en tant qu'Union européenne. Oui, c'est vous qui avez fait ça. Vous avez fait ça. Vous avez dû pousser et pousser pour que l'Ukraine entre dans l'Union européenne. Et maintenant, regardez, l'Ukraine s'attend à faire partie de l'Union européenne. Et ça veut dire que vous allez devoir déverser toutes sortes d'argent sur l'Ukraine alors que les États membres de l'Union européenne sont fauchés. Ils sont fauchés et en faillite, et ils sont tous en récession. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Donner de l'argent, encore plus d'argent, aux gobelins verts? De l'argent qu'ils n'ont pas. Oui, c'est tout de même un aveu assez révélateur de la part de ce diplomate européen. Yes, quite an admission from this EU diplomat. Un diplomate de l'Union européenne, je crois, dans l'interview. J'essaie de me souvenir. Le diplomate européen a bien dit qu'il devait faire quelque chose, qu'il ne pouvait pas simplement laisser tomber l'Ukraine. Il a dit quelque chose comme ça. Je me demande si j'ai la citation. Je me demande si j'ai sa citation. Je crois que je l'ai mise quelque part dans mes favoris. Mais oui, le diplomate disait « impossible de faire entrer l'Ukraine dans l'Union européenne. Ça va nous détruire. Mais on ne peut pas simplement laisser le gobelin vert se débrouiller tout seul. Alors il faut leur donner quelque chose. On dirait presque un pot de vin, un lot de consolation. Désolé d'avoir détruit votre pays avec la promesse bidon de l'Union européenne. Voilà quelques milliards. Désolé pour ça. Je veux retrouver la citation. C'est méprisable, absolument méprisable. Voyons voir. Let's see here.
Maybe I have it bookmarked on X. Je l'ai peut-être mis en favori sur X. Trouvé. Voyons ça. Un haut diplomate de l'Union européenne dit qu'on ne peut pas faire entrer l'Ukraine dans l'UE, blablabla, que cela tournerait en dérision l'ensemble du projet, blablabla. Mais on ne peut pas les laisser se débrouiller seuls. Tout le monde voit bien que l'Ukraine aura besoin de quelque chose de notre part pour rendre plus acceptable une longue attente avant l'adhésion complète. Enfin bref, voilà pour ça. Passons à la suite. Il y a beaucoup d'actualités aujourd'hui. Il y a eu des frappes. Des drones navals ukrainiens ont touché Yalta hier. Il y a aussi eu des drones ukrainiens en Russie, loin à l'intérieur du territoire russe, qui ont frappé une raffinerie de pétrole à Syzran et dans la région de Samara. Mais la Russie a également lancé, je crois, 8 missiles balistiques sur Kiev, ainsi que sur Dnipro. Ils visaient des plateformes logistiques et des installations militaires. Sur ces 8 missiles, aucun n'a été intercepté, parce que l'Ukraine n'a pas de défense aérienne. Et puisqu'on parlait de l'Union européenne et de son élargissement, est-ce que vous saviez que l'Islande va tenir un vote le 29 août? Pas pour rejoindre l'Union européenne, mais un vote? Voilà comment je le comprends. Si des gens nous regardent depuis l'Islande, dites-moi si c'est exact. Il y aura un vote le 29 pour voir si l'Islande souhaite reprendre les discussions et le processus d'adhésion à l'Union européenne, pour reconsidérer la voie vers l'UEM. C'est sur cela que portera le vote du 29. Ensuite, il y aura d'autres votes pour déterminer si l'Islande veut rejoindre l'Union européenne. L'Union européenne, elle, veut clairement que l'Islande la rejoigne. Je crois qu'ils ont organisé un vote en 2013, et ça ne s'est pas bien passé pour l'Union européenne. Et les sondages montrent qu'environ 52% des gens sont favorables à la reprise du processus d'adhésion à l'Union européenne. 52% en faveur. C'est très, très serré. Ces chiffres mettent l'Union européenne très mal à l'aise. Alors Ursula va peut-être sortir ses outils pour voir si elle peut faire monter ces 52%. The Economist a publié un article là-dessus. Le néoconservateur économiste. Les menaces de Donald Trump sur l'Arctique poussent l'Islande vers l'Europe. L'île vote sur la reprise des négociations d'adhésion à l'Union européenne. Voilà. C'est Trump qui pousse l'Islande vers l'Europe. C'est exactement ce que veut Trump. Que l'Islande s'intègre à l'Union européenne. Ça permet aux États-Unis de contrôler plus facilement l'Islande. Les États-Unis ont d'ailleurs une base militaire en Islande. Mais pourquoi pas? Pourquoi ne pas mettre l'Islande sous Ursula Poutine? Comme ça, ce serait beaucoup plus facile pour les États-Unis de contrôler les choses, surtout dans un pays important, à une position stratégique comme l'Islande. Une fois que vous avez l'Islande, vous réglez aussi la question du Groenland. Et voilà, vous avez verrouillé cette région. En réalité, vous l'avez déjà pratiquement verrouillé, mais avec l'Islande et le Groenland, vous le rendez officiel. Candace Owens a publié une photo d'Ivanka et de Kushner en Islande. Sur X, elle dit « Oh oh, on dirait que les Kushner ont nagé et découvert une autre île. Attention Islande, ils pourraient se lancer dans un autre projet passion. » Candace a posté ça hier, mais en fait, Kushner est... Et c'est Ivanka? Kushner and is it Ivanka? Anyway, the family was on holiday in Iceland in June. Quoi qu'il en soit, la famille était en vacances en Islande en juin. Et Ivanka a publié ses images de vacances en famille, sur Instagram, je crois, hier ou il y a 2 jours. C'est pour ça que vous voyez maintenant ces photos circuler sur les réseaux sociaux. C'était des vacances qu'ils ont prises il y a plus d'1 mois. Ils sont allés en Islande. Bref, passons à quelques Clown World, à plusieurs Clown World. On en a beaucoup et ils sont tous bons. Et on va commencer avec Vučić et le Gobelin Vert, le Green Goblin, en visite à Belgrade en Serbie. Très discrètement. D'après ce que je comprends,
Vučić ne voulait pas faire visiter Belgrade à Zelensky. Il ne voulait pas exhiber Zelensky devant les habitants de Belgrade. Not want to show off Zelensky to the people of Belgrade. So they did these meetings very much. Ils ont donc organisé ces réunions très discrètement, loin des zones peuplées, loin du centre-ville. Pas de grands discours à Belgrade, au cœur de la Serbie, ou quoi que ce soit de ce genre. Pas de Zelensky se promenant dans les rues de Belgrade. Non, rien de tout ça. Absolument rien de tout ça. Les Serbes n'aiment pas le gobelin vert, et ils l'ont fait savoir. Et alors, ils l'ont fait savoir. Mais la réunion a bien eu lieu. La première rencontre officielle entre Zelensky et Vučić. D'après ce que je comprends, ils vont signer une sorte de protocole d'accord centré sur l'agriculture, le commerce et des choses comme ça. Un protocole d'accord à peu près dénué de sens. Zelensky voulait des armes, de l'argent et des armes. Et je ne sais pas ce que Vučić a répondu à ça. And I don't know what Vučić said to that. Serbia, I believe Serbia was at a point in time, like 4 years. La Serbie. Je crois que la Serbie, à un moment donné, il y a 3 ou 4 ans, avait bien eu une sorte d'exportation d'armes vers l'Ukraine. Je me souviens en avoir parlé il y a très longtemps, et la Russie n'était pas contente. Mais la demande, c'était des armes de la part de Zelensky. Et il masque ça derrière un protocole d'accord ridicule et vide de sens qu'ils vont inventer pour justifier la rencontre entre Vučić et Zelensky. Les photos sont impayables. Comme je l'ai dit hier dans ma vidéo, Vučić fait dans les 2,3 m. Le type est immense. C'est un pivot d'équipe de basket, non? Et puis, vous avez le bouffon vert. Et bien sûr, ils se sont pris dans les bras. La malédiction Zelensky. Vučić a reçu une grosse dose de Zelensky numéro 5 et une grosse dose de la malédiction Zelensky. Mauvais choix, Vučić, de serrer Zelensky dans ses bras. Mais Vučić, ce géant, absorbe complètement Zelensky et l'avale presque en l'enlaçant. Zelensky s'accroche comme si sa vie en dépendait. Vous êtes si grand et si fort, Podolyak. C'est vraiment un géant. Oui, les photos montrent le visage de Zelensky. Il est très frustré, ou alors très inquiet. Perplexe, je suppose que c'est le bon mot. Vous savez, il a cette tête qu'on fait quand on doit enfin aller aux toilettes ou quelque chose comme ça. D'accord. Monsieur Vučić, assez parlé. Où sont les toilettes? Le trajet en avion était long. J'ai mangé quelque chose de vraiment mauvais. Je crois que c'était les sushis, Monsieur le Président. Oui. Bref, c'était la rencontre entre Zelensky et Vučić. Et puis, il y a un sondage qui vient d'Ukraine, qui affirme que s'il y avait des élections, je ne vois pas pourquoi ils n'organisent pas d'élections, alors que l'Ukraine est le phare de la démocratie. Exactement. C'est le phare de la démocratie. Il devrait y avoir des élections. Mais pour une raison étrange, ils ne veulent pas en organiser. Pourtant, s'il y avait des élections, le Gobelin vert perdrait face aux 3 principaux concurrents. Face à Zaluzhny, il perdrait par 62-33. Si Budanov se présentait, il perdrait 60-39. Et si l'ancien ministre de la Défense, Fedorov, se présentait, Zelensky perdrait 63-36. Donc en gros, 60-65 contre 30-35. Il perdrait face aux 3 candidats. Tous les 3. C'est un écart énorme. Personne n'aime le Gobelin vert. Personne ne veut qu'il reste au pouvoir. C'est pour ça qu'il n'organise pas d'élections. Les petits malins de l'Union européenne veulent qu'il reste au pouvoir, mais personne d'autre ne le veut. Au pouvoir, je devrais dire. Donc les États-Unis ont un accord avec l'Ukraine, c'est vraiment le monde des clones, pour qu'elle cesse d'attaquer des pétroliers dans la Caspienne, le CPC, le pipeline, le projet dans lequel les États-Unis, et je crois Exxon ou Chevron, détiennent une participation dans le consortium du pipeline de la Caspienne. Et l'Ukraine frappait ou s'en prenait au consortium du pipeline de la Caspienne. J'en ai parlé il y a quelques semaines. Et elle s'en est prise à un pétrolier kazakh.
Ça a mis les entreprises énergétiques américaines en colère. Elles ont fait pression sur Trump pour qu'il y mette fin, pour qu'il dise à l'Ukraine d'arrêter. Eh bien, nous avons un accord selon lequel les États-Unis disent que l'Ukraine évitera de cibler des pétroliers sur les sites pétroliers de la mer Noire. C'est selon Bloomberg. In the Black Sea oil site, this is according to Bloomberg. I've seen the Wall Street Journal also report on this. J'ai vu que le Wall Street Journal a aussi parlé de ça. Le côté absurde dans toute cette affaire, c'est que c'est les États-Unis qui sont derrière ces frappes contre le CPC. Donc en gros, les États-Unis sont d'accord avec les États-Unis pour arrêter de viser le CPC, le projet d'oléoduc de la mer Caspienne. Les États-Unis se sont mis d'accord avec les États-Unis pour arrêter d'attaquer le projet d'oléoduc de la mer Caspienne. Ils ont trouvé un accord. Ils ont réglé ça entre eux, aux États-Unis, à Washington. Et enfin, nous avons des nouvelles de Gianni Infantino, le président de la FIFA. Il est maintenant impliqué dans un nouveau scandale. Ça vient du Telegraph, le Telegraph britannique. Quelqu'un dit au Telegraph de s'en prendre à Infantino. Je n'ai pas encore compris quel est l'angle derrière tout ça, mais c'est une exclusivité. La maîtresse présumée de Gianni Infantino a reçu de l'argent de l'UEFA. La révélation d'une indemnité de départ à 6 chiffres versée à cette maîtresse présumée va accroître la pression sur le président de la FIFA. L'UEFA a versé de l'argent à une maîtresse présumée de Gianni Infantino lorsqu'il en était le secrétaire général. Le Telegraph révèle que cette femme a reçu une somme à 6 chiffres après cette relation présumée avec M. Infantino, alors qu'il était un haut responsable de l'instance dirigeante du football européen. Donc avant de devenir le patron de la FIFA, je crois qu'il était le patron de l'UEFA. Il y a occupé plusieurs postes de direction importants et il a décidé de coucher avec l'une de ses assistantes ou avec quelqu'un qui travaillait pour lui au sein de l'organisation de l'UEFA et il s'est fait prendre. Il était marié à l'époque, ou il l'est peut-être toujours. Je ne sais pas exactement quelle est sa situation, mais enfin, il a été confronté à ce sujet par Michel Platini, alors directeur de l'UEFA. Il a été confronté à propos de cette liaison. On lui a dit soit vous partez, soit elle part. Et Infantino a répondu « D'accord, elle partira ». Il lui a obtenu une très belle indemnité de départ. Il a fait en sorte que son MBA soit financé, avec quelque chose comme 45 000 € de frais de scolarité par an. Cela a été payé alors qu'elle travaillait pour lui. Et ils avaient cette liaison, prétendument. Il l'a aussi promue à un poste qui s'est accompagné d'une augmentation de salaire de 30%. Et il détournait ses fonds de budget qui étaient destinés à promouvoir le football. Et il prenait de l'argent sur ce budget pour le remettre à cette femme avec qui il avait une relation. Tout ça est mauvais. Tout est au conditionnel. Tout est au conditionnel. Parce qu'Infantino nie plus ou moins tout ça. Enfin, il le nie à moitié. Ce n'est pas un démenti très ferme. Mais le Télégraphe s'en prend à Infantino. Voyons voir. Vendredi soir, un porte-parole de la FIFA a déclaré qu'il n'y avait jamais eu de plainte de salariés concernant le comportement de M. Infantino. Dans un communiqué publié vendredi soir, l'UEFA a reconnu qu'un paiement avait été effectué et qu'elle avait connaissance des allégations. La femme était en couple avec M. Infantino. L'UEFA a déclaré avoir depuis renforcé ses règles afin qu'elles reflètent celles d'une organisation moderne et très exposée médiatiquement. Donc l'UEFA dit « Oui, c'est arrivé ». Ils disent que c'est arrivé. La FIFA dit que tout le monde était satisfait d'Infantino. Ils ne le nient pas vraiment. Ils disent simplement que personne ne s'est plaint, qu'aucun employé ne s'est plaint d'Infantino. Le porte-parole a déclaré « Le président de la FIFA, Gianni Infantino, nie fermement ces allégations. » D'accord, voilà. Et elles sont catégoriquement fausses. Toute insinuation de comportement inapproprié ou de violation des statuts ou des règlements est diffamatoire.
Aucun employé de l'UEFA ou de la FIFA n'a jamais déposé de plainte concernant le comportement de M. Infantino, parce qu'il n'y a jamais eu d'incident dans lequel il aurait été impliqué. Toutes les décisions de l'entreprise concernant les employés, y compris les éventuels départs et indemnités de licenciement, ont toujours été approuvées par les dirigeants compétents, conformément à toutes les réglementations applicables. D'accord, donc c'est un démenti assez ferme. Je retire ce que j'ai dit. Le Telegraph affirme qu'il nie catégoriquement cela. Donc, ils s'en prennent à Infantino. Selon les informations rapportées, Infantino aurait promu sa supposée amante en lui accordant une augmentation de 30% et un salaire d'environ 160 francs suisses. Sa progression rapide aurait suscité des interrogations parmi ses collègues, ainsi que des inquiétudes quant au fait qu'il puisse abuser de sa position influente pour favoriser sa carrière. Pourquoi le Télégraphe? Pourquoi publie-t-il cette histoire? Je n'arrive pas à comprendre. Vous en pensez quoi, les gars? Bon, c'était la dernière histoire. Je vais m'arrêter là. Tout est présumé. Infantino dément. Le Télégraphe publie cette exclusivité. Infantino pensait être tiré d'affaire au Maroc quand les dirigeants ont voté pour le soutenir. Mais pas si vite. Pas si vite. Chaque fois que je pense m'en être sorti, il me ramène là-dedans. Explosez ce bouton j'aime, anéantissez ce hip. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça aide énormément la chaîne. Et allez sur la boutique du Durand, prenez quelques produits dérivés. Le lien est dans la description, juste en dessous. Nous sommes sur X, sur Rumble, Telegram et thedurand.locals.com. Je vous retrouve tous demain. Prenez soin de vous. Take care.